Voilà. C'est donc par rapport au guide sur les stations-service. Et donc, je vais vous repartager la présentation suivante. Qui est là. Voilà. Alors, donc par rapport aux stations-service, donc on a cette aide-mémoire qui est sorti en même temps que le guide pratique et l'aide-mémoire pour la protection des eaux dans la branche automobile. Donc, c'est vraiment lié. Donc, cette aide-mémoire, il décrit l'état de la technique pour l'évacuation des eaux des stations-service avec des des carburants conventionnels et ou des nouveaux types de carburants, qui est typiquement les carburants à base d'éthanol, de biodiesel ou bien les additifs avec les solutions durées comme l'AdBlue. Et puis, ça s'adresse aux planificateurs et aux exploitants de stations-service, mais également par rapport aux autorités de contrôle pour s'assurer que tout est fait correctement. Donc, la même question, pourquoi de nouveaux documents ont été réalisés? Donc, la première chose, c'était tenir compte de l'évolution technique de ces carburants, donc avec l'introduction des bioéthanols et biodiesel. Donc, à savoir qu'il y avait déjà une directive qui datait de 2007, qui était spécifique à ces biocarburants. Et puis là, cette aide-mémoire, il reprend vraiment l'ensemble des exigences pour les stations-service. Donc, ce qu'on veut voir, c'est que l'éthanol et l'urée, ils sont pas du tout solubles dans l'eau, hein, c'est des solutions, donc ils peuvent pas être retenus par des systèmes de séparateurs gravitaires. Et puis, on a deux types de problèmes, c'est que justement, ces carburants solubles ne peuvent pas être retenus. Et puis, on a aussi les carburants à fort teneur en biodiesel qui peuvent être dégradés par une hydrolyse dans l'eau, puis ça peut engendrer des formations de phases mal définies dans les séparateurs et perturber justement la séparation dans ces séparateurs de sécurité, et puis après entraîner des déversements dans la canalisation qui sont pas souhaitables. Et puis, on a par contre un autre gros problème, c'est vraiment par rapport à ces carburants où il y a beaucoup d'éthanol, donc ceux-là, ils ne sont pas du tout retenus. Par contre, ceux où il y a une faible teneur en éthanol ou en biodiesel, comme le 5E10 et le B7, il y a moins de problèmes en règle générale que les E85. Donc, le but, c'était, comme je l'ai dit, de remplacer cette ancienne directive et puis d'harmoniser les pratiques entre les différents cantons. Donc, comme l'a dit Régis Cotela au début, le but du VSA, c'est vraiment d'harmoniser et puis d'avoir des solutions euh, pour toute la Suisse. Donc là, ça permet également d'avoir qu'un seul document de référence dans tous les cantons. Donc pour les planificateurs, c'est aussi une bonne chose par rapport à leur activité sur différents cantons et différentes régions linguistiques. Donc la validité du document, c'est vraiment aussi un point important. Donc ce document, il est valable pour toutes les stations de transbordement et distribution de carburant dont la consommation annuelle est supérieure à 10 mètres cubes. Donc, qu'elle soit à usage privé d'une entreprise, par exemple, ou pour les stations-service ouvertes au public. Donc là, on a aussi un changement de paradigme par rapport aux stations à usage privé qu'on verra par la suite. Ce qu'on entend par place de transbordement, c'est vraiment la place où le camion de livraison va venir livrer son carburant dans les citernes de la station, et la place distribution de carburant, c'est vraiment la place où la personne vient remplir le réservoir de son véhicule. Donc, on a deux types de places différentes où là, au niveau de la place de transbordement, on a vraiment un plus gros risque parce que il y a plus de quantité qui est déversée en une fois. Ensuite, donc l'aide-mémoire, la même chose, elle s'adresse aux nouvelles constructions. Et puis, en dessous d'une consommation annuelle de 10 mètres cubes, on a la notice technique D1 de la CCE, donc la commission des chefs de service de l'environnement, qui s'applique. Donc, si vous avez besoin, on peut vous transmettre le lien.
Mais disons que ça change pas. Elle date de 2019 et puis elle est assez explicite par rapport à ces stations de distribution de carburant. Donc, quelles sont les nouveautés de ce document? Donc, la première, c'est par rapport à l'AdBlue. Donc, ces solutions, ces additifs à base d'urée. Donc, l'AdBlue, c'est vraiment pour les moteurs diesel, c'est pour réduire la concentration en NOx, donc en oxyde d'azote dans les gaz d'échappement. Donc, l'AdBlue, par rapport à un transfert, donc un transbordement de plus de 1000 litres, celui-ci doit se faire dans une cuve de rétention sans écoulement. D'accord? Donc ça, c'est dans tous les cas, sauf dans le cas où on peut avoir ces variantes-là. Soit donc on a un système de transbordement à l'aide d'un système d'arrêt d'urgence type interrupteur de l'homme mort ou des choses comme ça. Ou si on fait des remplissages par étape de 1000 litres, à ce moment-là, le dépotage d'AdBlue, il peut être réalisé sur la place sécurisée de la station-service sans mesures supplémentaires. Par contre, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que l'AdBlue, vu que c'est une solution durée, c'est une charge organique importante. Si il y a un problème qui survient au moment du transbordement d'AdBlue, les ouvrages ils vont être immédiatement curés et puis le problème annoncé. Ensuite, l'autre question, c'est que le transbordement d'AdBlue, il est interdit sur des places extérieures raccordées aux eaux claires. Parce que clairement, si on a une fuite d'AdBlue dans un cours d'eau, le cours d'eau, il est mort et puis on aura après des gros problèmes, enfin, des dénonciations auprès du ministère public pour vraiment pollution à ce moment-là. Donc là, l'AdBlue, ce n'est pas un liquide à prendre à la légère, notamment au niveau du stockage et du transbordement. Ensuite, il y a une autre nouveauté qui il y avait pas dans les directives précédentes, c'est la question des stations-service pour les dameuses en région de montagne. Donc, ce point a été rajouté parce que, en règle générale, c'est compliqué de couvrir ces places au vu de la taille des engins et du fait que, en hiver, la neige, elle risque d'être soufflée, on risque d'en avoir plein sur la place, donc il n'y avait pas beaucoup de sens d'exiger une couverture. Donc, les conditions à respecter pour ces places, c'est vraiment une interdiction d'être installé en zone de protection des eaux souterraines, donc que ce soit zone S1, S2 ou S3. Et puis ensuite, comme pour une station-service standard, je vais dire, c'est que la dalle en béton, elle doit être revêtue d'un revêtement résistant au liquide distribué et puis aussi suffisamment résistante au niveau de la charge pour résister au passage des dameuses. Et puis, une pente doit être réalisée en direction du bâtiment avec donc par exemple le garage des engins, soit avec une fosse sans écoulement, soit on aura un séparateur d'hydrocarbures où là on recommandera quand même de mettre une fermeture automatique. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux carburants conventionnels, donc aux stations-service pour les carburants conventionnels? On a deux choses, enfin on a surtout une chose principale, c'est que on va exiger un décanteur, un séparateur à fermeture automatique et une cuve de rétention pour la place de transbordement. D'accord? Et puis, pour la place de ravitaillement, uniquement un décanteur et un séparateur à fermeture automatique. Bien évidemment, les deux places, elles peuvent se trouver en même temps. Par contre, là, à ce moment-là, ce sera la politique du pire, entre guillemets. Ce sera qu'on va exiger un décanteur et puis un séparateur à fermeture automatique et une cuve de rétention. Auparavant, en tout cas, dans les cantons romans, on exigeait la cuve de rétention uniquement pour les stations-service ayant un débit annuel de plus d'1 million de litres. Donc ça, c'est un des points qui change. Cette cuve de rétention va être exigée de toute manière. Donc, par rapport à la réalisation de la cuve de rétention, donc c'est un volume utile de 5 mètres cubes et puis une sonde de niveau avec une alarme à 20% du volume.
et revêtement résistant aux produits qui sont distribués, couvercle fermé étanche, et puis en cas de besoin, des conduites de compensation de pression. Un autre point qui a changé, qui était déjà dans la directive précédente, mais qui peut s'appliquer maintenant vraiment aussi à toute nouvelle station, c'est de réaliser la place de distribution de carburant et la place de transbordement, pardon, avec une toiture surdimensionnée et puis un raccordement du tout dans une cuve de rétention étanche sans écoulement. Ceci afin justement d'éviter d'envoyer des eaux qui pourraient être polluées à la steppe. Et puis, ça fait qu'ici, tous les écoulements vont rester dans cette cuve de rétention. Par contre, ça implique que donc la toiture doit être surdimensionnée. Et là, c'est indiqué, elle doit être d'au moins 0,6 fois la hauteur libre, donc la hauteur libre de la place de ravitaillement par rapport à ça. Cet surdimensionnement, c'est pour éviter qu'on ait des pluies, trop d'eau de pluie qui viennent dans cette cuve de rétention. La cuve de rétention, elle sera réaliser de la même chose qu'auparavant. Et puis, cette variante, on va la privilégier pour des nouvelles constructions. Par contre, la limitation, c'est aussi la limite de construction, parce que c'est clair que si on ne peut pas faire une toiture plus grande à cause de la limite de construction, là, à ce moment-là, il faudra envisager plutôt le système précédent avec décanteur, séparateur, fermeture automatique, et puis cuve de rétention et raccordement à la steppe. Pour finir, là, il y a un rappel pour les stations-service existantes qui voudraient proposer des carburants solubles, donc les E85, etc. Donc à ce moment-là, pour transformer une telle station de distribution, il y a deux possibilités. Donc la première, c'est d'installer une chambre de dérivation qui sera asservie aux installations de distribution et de transbordement et qui ira directement dans la cuve de rétention lorsque, par exemple, on va dépoter de l'E85 ou même de l'AdBlue, par exemple. Ou bien, une autre solution, c'est d'isoler la pompe de distribution qui va distribuer les différents carburants solubles et de la raccorder directement à une cuve de rétention ou une fosse étanche. Donc ça, c'est un peu les deux solutions pour adapter une station-service existante avec des nouveaux carburants. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'aurais une question. Oui. Voilà. Je viens sur les 10 000 litres pour la cuve de rétention. On rencontre souvent le cas de petites entreprises de construction, par exemple, qui ont une colonne à essence et puis qui ont une clé pour leur personnel ou même pour certains privés qui pourraient venir faire le plein. Dans ces mini-stations de distribution de carburant, est-ce que c'est aussi une cuve de rétention exigée? Alors, même si c'est des petites quantités? C'est clair. Je n'ai pas compris, oui ou non? Alors, c'est exigé. Oui. Après, ça peut être au cas par cas des discussions avec les responsables des autorités. Maintenant, la directive, elle est claire, elle l'exige. Elle l'exige, d'accord. Voilà. Je pense qu'il est important de rappeler, comme ça a été fait avant pour les garages, donc c'est des exigences qui s'appliquent maintenant pour les nouvelles constructions. Et puis, donc, les constructions existantes, s'il n'y a pas de risque particulier ou de problème avéré, à ce moment-là, il n'y a pas l'obligation de mettre en conformité tout de suite. Exactement. D'accord. Exactement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Moi j'avais encore juste aussi une remarque. Effectivement, cette limite des 10 mètres cubes
dont on vient de parler. Elle sera souvent, on la verra pour ce qui est agriculture en particulier, où là, il peut y avoir des consommations de quelques milliers de litres par année. Et puis donc, comme ça a été dit, il y a une fiche explicative de la CCE qui explique les possibilités. C'est souvent, on a des petites surfaces qui sont couvertes et puis sans écoulement. Merci Régis. Donc, je vous propose de passer à la suite, c'est-à-dire de prendre quelques exemples de quelques études de cas, entre guillemets, par rapport à ces nouvelles exigences. Est-ce que ça va changer? Donc, par rapport à la construction ou l'agrandissement, l'extension d'un garage, il y a des questions qui doivent être clarifiées. C'est notamment quels sont les travaux qui vont être effectués. C'est que des réparations, s'il y a des nettoyages carrosserie, tunnel de lavage, des nettoyages châssis moteur, etc. Ou des lavages de roues ou des choses comme ça, afin de vraiment déterminer quel est le mode de pré-traitement nécessaire et adéquat. Et puis, comment aussi les surfaces intérieures et extérieures vont-elles être utilisées? Si on a les véhicules défectueux qui vont être stationnés, qui auront un emplacement à l'intérieur, ou est-ce qu'ils vont être plutôt stationnés à l'extérieur? Donc ça, c'est toutes des choses qui doivent être prises en compte. Donc ici, là, on a l'exemple là d'une halle, on dira multiprofessionnelle, avec plusieurs ateliers de mécanique, où on voit ici, elles sont raccordées à un séparateur d'hydrocarbures, qui est un séparateur avec filtre à coalescence qui a été prévu ici. Donc là, ce qui veut dire, c'est que l'entreprise ou en tout cas le maître d'ouvrage a décidé de partir sur une solution avec écoulement pour les raisons qui lui sont propres, mais et il a décidé de mettre un séparateur d'hydrocarbures avec un filtre à coalescence. Donc, on est dans la solution 3, la priorité 3 qu'on a expliquée précédemment. Donc, ça, c'est une solution qui est possible sous réserve des limites qu'on a expliquées. C'est-à-dire, voilà, le nettoyage des sols, il doit être fait à une température de 60 degrés maximum, 60 bars maximum, et puis sont produits avec des produits autorisés. Et puis, de toute façon, là, vu qu'on parle d'atelier, on parle vraiment pas de place de lavage, et ça, c'est bien important. Et c'est spécifié normalement dans les préavis qu'on va mettre, c'est que s'il y a une place de lavage qui doit s'ouvrir, c'est soumis à autorisation cantonale. Donc là, à ce moment-là, ils doivent faire une mise en enquête complémentaire. Ce qu'on voit ici par rapport aux séparateurs d'hydrocarbures pour les places extérieures, donc ils ont prévu un séparateur d'hydrocarbures gravitaire raccordé aux eaux claires. Donc là, clairement, c'est pas conforme à ce qui est indiqué dans la directive du VSA, ni conforme aux exigences qui avaient cours jusqu'alors, parce qu'il faudrait mettre un filtre à coalescence et le raccorder aux eaux claires. Maintenant, par rapport aux discussions qui ont eu lieu par rapport à ce projet, nous, on peut tout à fait accepter le raccordement aux eaux claires s'il y a un filtre à coalescence qui est indiqué. Ensuite, là, pour par exemple un petit atelier de mécanique et de changement de pneus, donc là, dans ce projet, ils avaient prévu un séparateur qui reprenait uniquement ces grilles. Maintenant, actuellement, ce qu'on leur proposerait, c'est vraiment de faire quelque chose sans écoulement, surtout pour un atelier de changement de pneus qui a peu de risques d'hydrocarbures, des hydrocarbures soient déversés. Si c'était un atelier pour de la mécanique, on partirait plutôt sur une fosse étanche de quelques centaines de litres afin de récupérer les éventuelles égouttures. Ensuite, ici, pour une place de lavage standard, carrosserie,
il n'y a qu'une place de lavage. Donc là, un décanteur avec un séparateur d'hydrocarbures, ça peut suffire. Il n'y a pas encore besoin d'une installation de recyclage des eaux. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est qu'ils ont prévu de raccorder ça aux eaux claires. Donc, clairement, tout ce qui est place de lavage ou atelier, c'est vraiment un raccordement aux eaux usées. Et ça, c'est important que tout le monde l'entende et le comprenne. Ensuite, par rapport à une place de lavage, ici, avec on ne voit pas très bien, mais c'est un tunnel de lavage avec un portique. Donc là, ce qui a été prévu, c'est de mettre un décanteur, un séparateur, et puis ici, il y a un déminéralisateur, donc un système de recyclage des eaux qui est prévu avec un trop-plein ici qui part aux eaux usées. Donc ça, c'est vraiment le système pour un nouveau, pour une nouvelle installation de lavage avec portique ou tunnel. Ensuite, par rapport au lavage châssis moteur, typiquement pour une entreprise de la construction qui a des véhicules à châssis ouvert, ici, ils ont prévu dans leur grille, leur fosse, ils ont déjà une fosse de décantation, puis ensuite, ils ont un ouvrage décanteur avec séparateur classe 1, donc à coalescence avec un point de prélèvement d'échantillons et puis un raccordement aux eaux usées. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Par contre, les limites, comme expliqué, ce n'est pas de produit de lavage ou produit à séparation rapide. Et puis, une pression de 60 bars maximum et une température de 60 degrés maximum. Ensuite, par rapport aux stations-service, donc là aussi, lors de la construction ou de l'extension, il y a des questions à se poser. C'est quels sont les produits proposés? Est-ce que c'est uniquement essence diesel ou est-ce qu'on va avoir des biocarburants? Et est-ce qu'on on prévoit de distribuer de l'AdBlue? Et puis là, la même chose. Est-ce qu'on a des surfaces extérieures qu'on ferait raccorder à la station-service ou pas? Donc ça, c'est bien, c'est important que ce soit précisé sur les plans. Donc là, typiquement, on a un projet avec ici les caniveaux en violet qui sont raccordés au séparateur fermeture automatique avec une cuve de rétention. Et puis avec les pentes qu'on voit bien, et puis ensuite les places extérieures avec les pentes qui sont raccordées sur des grilles. Donc ça, c'est important dans les projets qu'on voit bien les pentes et puis les ouvrages de pré-traitement avec les canalisations. Donc ça, cette station raccordée de toute façon aux eaux usées. Et puis ensuite, là, on a aussi la possibilité, là, je vais peut-être faire un zoom sur ce point. Je ne sais pas si vous l'avez perdu. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est une station-service. Et puis, les écoulements, ils vont directement uniquement dans cette grille. Et puis, c'est raccordé à une cuve étanche sans écoulement, comme le prévoit la variante numéro 1, sauf erreur de la directive. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces deux documents encore? Bonjour Guilhem, c'est Wilfried. Je ne sais pas si tu m'entends. Salut Wilfried, oui, je t'entends. Moi, j'avais une petite question. En projet, vente de véhicules d'occasion sur une assez grande surface, ils ne savent pas l'arrivage qu'ils vont avoir comme type de voiture. Je me détermine comment? Ils font une partie couverte, une partie découverte? Comment ça se passerait? Alors, écoute, si c'est des véhicules qui sont en parfait état de fonctionnement, moins de 10 ans. Oui, mais ils ne savent pas, parce que c'est selon l'arrivage, véhicule d'occasion. Ah, à ce moment-là, il faut qu'ils prévoient deux parties différentes. Ouais. Ok. Je te remercie. Je t'en prie, à dispo pour approfondir si jamais. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question là, de voir cette place de lavage raccordé finalement sur des eaux claires. Ça m'a fait penser à quelque chose. Vous avez dit avant, vous avez parlé de l'AdBlue qui peut être un problème pour les eaux claires. Quand on regarde la fiche de données de sécurité de l'AdBlue, il n'est pas toxique. Il n'y a rien noté, il n'y a pas de pictogramme de danger, etc. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu les raisons de ce… Tout à fait. Donc l'AdBlue, c'est de l'urée, hein. Donc, grosso modo, c'est une solution de 32,5% d'urée. Donc, ça a une forte charge organique. Donc, par rapport aux composés, aux paramètres de l'ordonnance sur la protection des eaux, on va prendre ça par rapport à la demande chimique en oxygène. Et cette demande chimique en oxygène, c'est tout ce qui est, c'est tout l'oxygène qui va être nécessaire pour dégrader le composé dans l'environnement qui sera plus utile pour la vie des organismes aquatiques. Donc, la question, elle est là. Donc, c'est que pour pouvoir dégrader AdBlue, la nature, elle va avoir besoin de consommer de l'oxygène qui sera plus disponible pour la faune aquatique et puis entraîner de la mortalité de poissons ou d'autres organismes. Donc, la problématique, elle est là. Et puis par rapport à une STEP, à une station d'épuration, c'est vrai que pour des grosses stations d'épuration de plus de 5000 équivalents habitants, ça pose pas forcément de problème. Mais si on est dans une situation comme sur le canton de Vaud, où on a beaucoup de STEP de moins de 1000 équivalents habitants, un apport d'une grande quantité d'AdBlue et d'une grande quantité de matière à dégrader, ça peut poser problème aussi pour la steppe. Peut-être en moins de mesure que dans un cours d'eau, mais ça peut aussi poser problème. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si ce n'est pas le cas, en fait, non, j'en ai encore une petite. Ah, ok. Alors, vas-y. Par rapport à un problème qu'on voit dans ces garages, si je reviens un petit peu sur les garages sans écoulement, on se pose parfois la question, mais quand ils ont de l'eau, parce qu'il y a des véhicules, il y a plus d'eau, il y a des véhicules qui goûtent, il y a de la neige, il y a des sabots de neige sous la voiture, quand il n'y a pas d'écoulement, quand il n'y a pas de fosse étanche, est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces eaux si on les récupère? Si on les récupère, ça doit être éliminé en tant que déchet spécial à ce moment-là. Ouais. Clairement. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, vous avez deux spécialistes, M. Chanson, M. Peter aussi, qui sont là pour vous répondre. Sauf erreur, il y a aussi certaines personnes du Centre de compétences industrie et artisanat qui sont là et qui nous écoutent. Si vous avez des questions, c'est le bon moment. Bon. Si ce n'est pas le cas, je pense on va gentiment terminer ce séminaire. Régis, oui, il y a une question dans le chat, je crois. Ah oui, il y a une question qui vient d'arriver. Avec ces nouveautés, est-ce que le manuel pour les contrôleurs UPSA va être mis à jour? C'est peut-être une question pour Marcos, Peter. Oui, exactement. On va adapter le manuel. Ça veut dire que c'est la responsabilité des différentes personnes des cantons. Et on a cette groupe de travail avec tous les autorités cantonales qui font partie de l'inspectorat de l'environnement. Ça veut dire on va adapter le manuel
les prochaines semaines ou disons les prochains mois. Et pour les contrôleurs de l'inspecteur de l'environnement, on va avoir toute cette année une formation continue qui est obligatoire, comme toutes les formations continues de ces inspecteurs de l'environnement. Là, certainement, le guide pratique ou la directive, cette nouvelle directive sont le sujet principal et certainement aussi les adaptations dans le manuel pour les contrôleurs. Ce qui concerne le rapport de contrôle, là, on ne sait pas encore si on a vraiment besoin d'avoir besoin d'adapter quelque chose au niveau du rapport lui-même, probablement au niveau de l'estimation, si les points contrôlés sont corrects ou pas. Seulement là, on va faire les adaptations, mais pour le rapport lui-même, ça reste actuellement le même rapport et autre chose, ça n'a rien directement à faire avec le nouveau guide pratique, mais on est chez l'UPSA Suisse en train d'adapter notre banque de données et ça provoque aussi qu'on va adapter le processus en général pour le rapport de contrôle. Ça veut dire on va automatiser ou digitaliser ce processus. Mais ça, on va partir à partir de l'automne de cette année et avec une certaine période où on peut utiliser les deux systèmes. Ok, donc merci beaucoup. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être en conclusion, les quelques points que j'ai retenus en tout cas. Donc, les adaptations de ces documents, de ces exigences, elles suivent l'évolution de la branche, que ce soit au niveau de la fabrication des automobiles, des activités aussi de services qui sont proposés par les garages. Ce nouvel état de la technique s'applique en priorité pour les nouvelles constructions. Donc, pour les exploitations existantes, il n'y a pas d'obligation de se mettre à jour, de modifier des infrastructures s'il n'y a pas de nécessité environnementale derrière. En cas de modification ou de projet d'agrandissement d'un garage ou d'une station-service, alors à ce moment-là, la mise à jour pourrait être demandée. Et puis, donc, pour les projets, je pense qu'on a bien vu aussi avec les exemples, c'est vraiment très important de contacter les autorités pour se mettre d'accord sur le modèle pour l'évacuation des eaux. On a vu qu'il y a différentes options. Peut-être un canton voudra privilégier dans certains cas plutôt une variante que l'autre. Donc l'importance de ce lien. Voilà, j'espère avoir résumé très rapidement ce qui a été dit. Personne ne me contredit. Non, merci Régis. Parfait. Ben alors j'espère que ce séminaire a été intéressant pour vous. Vous avez appris quels étaient maintenant ces différents changements et puis que ça vous aidera dans votre pratique professionnelle. Merci beaucoup à tous les participants de nous avoir rejoints. Merci beaucoup à nos orateurs qui étaient là cet après-midi, qui ont beaucoup travaillé pour préparer ces présentations. Un grand merci aussi à Nadine du VSA pour tout ce qui est de l'organisation de la technique.
Et puis, je vous rappelle que ce séminaire sera visible sur Internet, sur le site du VSA, d'ici peut-être quelques jours, une semaine éventuellement. Voilà. Et puis donc, avec un petit peu d'avance sur l'horaire, je vous souhaite une très bonne soirée. Encore un grand merci et puis à bientôt.